J'ai 66 ans. Ma maison sent le café frais des 6 heures du matin et les bougies à la lavande que j'allume pour calmer l'anxiété que personne ne voit. Les murs sont couverts de photographies où tout le monde sourit. Michael serrant Clara dans ses bras sur une plage de Canquin que j'ai payée avec ma carte de crédit. Clara dans sa robe de mariée couleur champagne, la plus chère de la boutique. Parce que, selon elle, on ne se marie qu'une fois. Belle-mère. Il y a des photos d'anniversaire, de dîner de Thanksgiving, de dimanche avec le match de football en arrière-plan et ma nourriture sur la table. Tout semblait parfait de l'extérieur. Mais la vérité est que chaque photo était une facture. Chaque sourire un rappel de ce que cela me coûtait de l'acheter. J'étais Irène, la stable, celle qui résolvait tout, celle qui ne disait jamais non, celle qui faisait des doubles quarts à l'hôpital pour que mon fils puisse avoir une vie meilleure que la mienne. Et j'ai réussi. Michael a obtenu son diplôme, a trouvé un bon travail, a épousé Clara. Je pensais que mon travail était terminé, que je pouvais enfin me reposer. Mais le jour de son mariage, alors que tout le monde portait un toast, j'étais dans la salle de bain en train de calculer comment j'allais payer les 6 prochains mois du prêt immobilier que j'avais co-signé pour leur appartement parce qu'ils avaient besoin d'un bon début. Parce que Clara voulait un endroit décent. Parce que Michael me regardait avec ses yeux qui me désarmaient toujours et disait « Maman, juste cette fois. Juste cette fois. » Cette phrase est devenue ma sentence. J'ai payé la compte de l'appartement. 10 000 $ que j'ai pris sur mes économies de retraite. Nous te rembourserons dans 6 mois. Je le promets, dit Michael. 2 ans se sont écoulés. Je n'ai jamais vu un sou. J'ai couvert 3 mois de loyer quand Clara a décidé que son travail était toxique et a démissionné sans avoir d'autre emploi en vue. Juste le temps de trouver quelque chose de mieux. Belle-mère. Il lui a fallu 8 mois. J'ai payé la réparation de la voiture, le climatiseur, le nouvel ordinateur portable de Clara parce que l'ancien ne fonctionnait pas pour ses projets. Des projets que je n'ai jamais vus. De l'argent qui n'est jamais revenu. Et chaque fois que je demandais, chaque fois que je laissais entendre que j'avais besoin de cet argent, la réponse était la même. Nous sommes à court. Maman, donne-moi un peu plus de temps. Le temps. Comme si le temps payait les factures. Comme si mon temps n'avait aucune valeur. J'ai commencé à vivre d'un chèque de paie à l'autre. J'ai arrêté d'acheter des vêtements. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport. J'ai arrêté de sortir avec mes amis parce que chaque café, chaque repas était de l'argent dont ils pourraient avoir besoin. Je suis devenu invisible. Une ombre qui travaillait, payait et disparaissait. Et le pire, c'est que je l'ai normalisé. Je pensais que c'était ça, être une bonne mère. Je pensais que me sacrifier jusqu'à disparaître était de l'amour. Mais ce matin-là, quand j'ai vu le message de Clara sur mon téléphone, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de larmes. Juste un petit clic silencieux comme quand une porte se ferme et que l'on sait qu'elle ne s'ouvrira plus jamais. Je démissionne la semaine prochaine. Vous allez payer nos dettes pendant que je me réorganise. Elle n'avait même pas la décence de demander. Elle a juste supposé, comme si toute ma vie était une ressource disponible quand ils en avaient besoin. Je me suis assise dans la cuisine, le téléphone à la main, sentant l'épuisement des années s'abattre sur moi d'un coup. Les tasses sales dans l'évier, le calendrier sur le mur marquant les jours jusqu'à ma prochaine paie, la facture d'électricité sur la table, toute ma vie réduite à survivre pour que d'autres puissent bien vivre. Et puis je l'ai vu. L'email, celui qui était arrivé 3 jours plus tôt, celui que je n'avais pas osé ouvrir. Une offre d'emploi à l'étranger. Un contrat de 6 mois, bon salaire, logement inclus. Cela commençait dans une semaine. J'avais postulé il y a des mois. Dans un de ces moments de désespoir où l'on cherche une échappatoire, même si l'on ne croit pas qu'elle existe, et elle était là, la sortie, réelle, concrète, en attente. J'ai rouvert le message de Clara. J'ai lu chaque mot, cherchant quelque chose. N'importe quoi. S'il vous plaît. Je sais que c'est beaucoup demandé. Une trace minimale d'humanité. Rien. Juste la froide exigence de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit parce que quelqu'un d'autre le faisait toujours pour elle. Mes doigts bougèrent d'eux-mêmes. C'est votre problème. Envoyé. Et puis j'ai ouvert l'email de l'offre d'emploi. J'ai relu les termes une fois de plus.
J'ai signé numériquement. J'ai accepté. J'ai confirmé. En moins de 5 minutes, toute ma vie a changé de direction. Je n'ai pas appelé Michael. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste commencé à faire mes valises. Le silence après l'envoi de ce message était assourdissant. Je fixais l'écran, attendant que les 3 points apparaissent, indiquant que Clara était en train de taper, attendant les représailles, la culpabilisation, le drame. Mais rien ne s'est passé. Elle ne l'a même pas lu immédiatement. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pour elle, je n'étais pas une personne. J'étais une ressource. Une ressource toujours disponible. Une ressource qui ne s'épuisait jamais, jusqu'à ce jour. Je me suis levé de la chaise, les genoux faibles, mais l'esprit étrangement clair. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti la grande valise du placard, celle que je n'avais pas utilisée depuis des années, parce qu'il n'y avait jamais de temps pour les vacances. Il n'y avait jamais d'argent pour moi. Il y avait toujours une urgence plus importante que mon repos. Il y avait toujours quelqu'un qui avait plus besoin de moi que je n'avais besoin de moi-même. J'ai ouvert le placard et j'ai commencé à sortir des vêtements. Pas beaucoup, juste l'essentiel. Parce que pour la première fois depuis des décennies, je choisissais ce qui était essentiel pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Chaque vêtement que je pliais était un acte de rébellion silencieux. Chaque article que je choisissais de prendre était une déclaration. Ceci est à moi. Ma vie est à moi. Mon avenir est à moi. J'ai mis mes documents dans une pochette. Passeport, acte de naissance, titre de propriété, carte de crédit, tout ce qui me faisait exister légalement. Tout ce qui prouvait que j'étais quelqu'un avant de devenir la banque familiale. Il était 11 heures du matin quand mon téléphone a commencé à sonner. Michael. Je n'ai pas répondu. Il a appelé encore et encore et encore. 6 appels manqués en 20 minutes. Puis sont venus les SMS. Maman, appelle-moi. Maman, c'est urgent. Maman, qu'as-tu dit à Clara? Et enfin, maman, nous devons parler maintenant. Nous devons, ce mot m'a fait rire. Un rire sec et amer qui m'a surprise. Parce que ce n'était pas, nous devons parler, dans le sens de, nous devons résoudre cela ensemble. C'était, nous avons besoin que tu règles ça. C'était, nous avons besoin de ton argent. C'était, nous avons besoin que tu reprennes ta place habituelle. Calme et obéissante. J'ai laissé le téléphone sur le lit et j'ai continué à faire mes valises. J'ai emballé mes médicaments, ma brosse à dents. La photo de mes parents qui était toujours sur ma commode. Celle où ils étaient encore jeunes et souriaient avec espoir. Je me suis demandé ce qu'ils penseraient de tout ça. S'ils seraient fiers que je me défende enfin ou déçus que j'abandonne mon fils. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose que ma mère m'avait dit une fois, quelques semaines avant sa mort. Irène, ne les laisse pas t'aimer seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Elle avait raison. Il m'a fallu 30 ans pour le comprendre. Mais elle avait raison. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Plus de messages maintenant de Clara. Irène, je ne comprends pas ton attitude. Irène, je pensais que nous pouvions compter sur toi. Irène, c'est très égoïste de ta part. Égoïste. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Moi qui avais vidé mes comptes pour remplir les leurs. Moi qui travaillais malade pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter. Moi qui avais annulé ma vie pour être disponible quand ils avaient besoin de moi. Égoïste. J'ai pris le téléphone et j'ai bloqué le numéro de Clara. Il n'y a pas eu de drame intérieur, pas de doute. Juste un clic et son nom a disparu de mon écran. J'ai senti quelque chose de lourd se soulever de ma poitrine comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres pendant des années et que quelqu'un me donnait enfin la permission de le poser. Michael continuait d'appeler. Cette fois, j'ai répondu. J'en avais besoin. J'avais besoin d'entendre sa voix pour confirmer ce que je savais déjà. Maman. Enfin. Qu'est-ce qui se passe? Clara est hystérique. Elle dit que tu lui as répondu quelque chose d'horrible et que maintenant tu ne réponds plus. Qu'est-ce que tu lui as dit? Sa voix ne s'inquiétait pas pour moi. Elle semblait agacée, frustrée, comme si j'avais commis un crime impardonnable. J'ai pris une profonde inspiration.
Je lui ai dit la vérité, Michael, que ses problèmes sont ses problèmes, pas les miens. Silence. Un silence si long que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Mais ensuite il a parlé, son ton d'une incrédulité totale. Tu plaisantes? Maman, elle traverse une période difficile. Son travail la stresse. Elle a besoin d'une pause. Je pensais que tu comprendrais. Je comprends parfaitement, mon fils. Je comprends qu'elle a besoin de pause depuis 3 ans et que je les paie. Je comprends que chaque fois que quelque chose devient difficile, je suis la solution. Je comprends que jamais, pas une seule fois, vous ne vous êtes demandé si moi aussi j'avais besoin d'une pause. Maman, ne sois pas dramatique. Nous t'avons remboursé de l'argent. Quand, Michael? Dis-moi quand. Donne-moi une date, un montant. Une seule fois en 3 ans où vous avez tenu votre promesse. Plus de silence. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Parce que la vérité est inconfortable quand elle vous force à vous regarder dans le miroir. Maman, ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. La famille est censée se soutenir mutuellement. Tu as raison. Censé. Mais le soutien n'est pas à sens unique, mon fils. Et j'ai marché seul dans cette rue pendant des années pendant que vous passiez en voiture. Une voiture que j'ai payée, d'ailleurs. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Clara avait raison. Tu es devenu égoïste. Ce mot encore, égoïste. Comme si fixer des limites était un péché. Comme si dire plus jamais était une trahison. J'ai senti la colère monter dans ma gorge. Chaude et libératrice. Tu sais ce qui est égoïste, Michael? Démissionner de son travail sans plan et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre paie les conséquences. Égoïste, c'est promettre de rembourser de l'argent et ne jamais le faire. Égoïste, c'est appeler sa mère seulement quand on a besoin de quelque chose. Alors si quelqu'un ici est égoïste, ce n'est pas moi. Maman, attends. Non, j'ai attendu assez longtemps. J'ai attendu que tu mûris. J'ai attendu que tu deviennes responsable. J'ai attendu que tu me vois comme quelque chose de plus qu'un compte bancaire. Je n'attends plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vivre, Michael. Quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années. Je vais travailler pour moi. Je vais économiser pour moi. Je vais exister pour moi. Et vous deux allez devoir apprendre à faire de même. Travailler? Où? De quoi parles-tu? Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Et cette fois, quand il a rappelé, je n'ai pas répondu. J'ai laissé le téléphone sonner et sonner jusqu'à ce qu'il abandonne. Jusqu'à ce qu'il comprenne que cette fois était différente, que cette fois je n'allais pas céder. J'ai fini de faire mes valises alors que le soleil commençait à se coucher dehors. La lumière dorée de l'après-midi filtrait par la fenêtre, éclairant la valise ouverte sur mon lit. Toute ma vie tenait dans une valise. Et ça ne me rendait pas triste. Ça me faisait me sentir libre parce que ça signifiait que je pouvais partir. Que je n'étais pas lié. Qu'il était encore temps de recommencer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans le salon à consulter mes comptes bancaires sur l'ordinateur portable. Un par un, j'ai commencé à apporter des modifications. J'ai annulé la carte de crédit supplémentaire que j'avais donnée à Michael juste pour les urgences. Des urgences qui comprenaient des dîners dans des restaurants chers et des week-ends à l'hôtel. J'ai retiré mon nom de cosignataire de leur appartement. J'ai appelé la banque et j'ai expliqué la situation. C'était plus facile que je ne le pensais. Êtes-vous sûr, madame, a demandé la représentante. J'ai répondu sans hésitation. J'ai changé les mots de passe de tous mes comptes. Chaque clic était un verrou. Chaque changement était une limite. Chaque décision était la mienne et la mienne seule. À 3 heures du matin, mon téléphone a vibré avec un long SMS de Michael. J'ai tout lu. C'était un mélange de supplication, de colère et de manipulation. Maman, les comptes sont à mon nom, mais tu es la cosignataire. Si tu ne paies pas, ils vont me poursuivre. C'est ce que tu veux? Voir ton fils avoir des problèmes juridiques? Clara pleure. Elle n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Nous pensions que nous pouvions toujours compter sur toi. Nous étions une famille. Était au passé.
Comme si mon refus avait brisé quelque chose de sacré. Mais la vérité est que la chose sacrée s'est brisée bien avant. Chaque fois qu'il me voyait comme une solution et non comme une personne. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert ma valise une fois de plus et j'ai emballé la dernière chose qui me manquait. Ma dignité. La dignité que j'avais perdue quelque part entre le premier prêt et la 100e promesse non tenue. Je l'ai trouvée là dans ce silence d'avant l'aube. Dans cette décision de ne pas répondre. Je l'ai trouvée dans le simple acte de me choisir. Le lundi, ma nouvelle vie commencerait. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur. J'étais en paix. Le vendredi, l'aube était différente. Non pas parce que le soleil brillait plus fort ou parce que quelque chose de magique avait changé dans le monde. C'était différent parce que j'étais différente. Je me suis réveillé sans ce nœud à l'estomac qui m'avait accompagné tous les matins pendant des années. Sans cette anxiété qui me faisait vérifier mon téléphone avant même d'ouvrir les yeux, attendant la prochaine demande d'aide, la prochaine urgence fabriquée, la prochaine facture que j'aurais à payer. Je me suis fait du café. Du bon café, le genre que j'avais arrêté d'acheter parce qu'il était trop cher et que l'argent pouvait être utilisé pour quelque chose de plus important. Je me suis assise sur la terrasse et je l'ai bu lentement, sentant la vapeur réchauffer mon visage tandis que le soleil du matin peignait le ciel en orange et rose, des couleurs que j'avais cessé de remarquer. Une beauté que j'avais oublié qu'elle existait. Parce que quand vous vivez en mode survie, quand chaque jour ne consiste qu'à endurer jusqu'au suivant, vous cessez de voir, vous cessez de ressentir, vous cessez d'exister. Mais ce matin-là, j'existais et ça faisait mal. Ça faisait aussi mal que ça faisait du bien. Mon téléphone avait explosé pendant la nuit. 43 messages, 17 appels manqués, tous de Michael, certains de Clara depuis des numéros inconnus puisque j'avais bloqué le sien. Il y en avait même un d'Elena, ma belle-sœur. La sœur de Clara. Irène, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais Clara est une épave. Elle dit que tu lui as tourné le dos quand elle avait le plus besoin de toi. Je pensais que tu étais meilleur que ça. Je pensais que j'étais meilleur que ça. Mieux signifiait continuer à être un paillasson. Mieux signifiait disparaître pour que les autres puissent briller. Mieux signifiait mourir un peu chaque jour pour qu'ils puissent vivre confortablement. Si c'était ça, être meilleur, alors je préférais être pire. Je n'ai répondu à aucun message. Je les ai tous lus un par un comme quelqu'un qui lit un livre dont il connaît déjà la fin. Des supplications. Des accusations. Du chantage émotionnel enveloppé de beaux mots. Maman, nous avons besoin de toi. Maman, ne sois pas cruelle. Maman, pense à nous. Toujours, nous. Jamais, moi. Jamais. Comment vas-tu? Ou, de quoi as-tu besoin? Ou, quand la dernière fois que quelqu'un t'a demandé si ça allait? Jamais. À 10 heures du matin, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai regardé par la fenêtre et mon estomac s'est serré. La voiture de Michael était garée dehors. Lui et Clara en sortaient, ses yeux bouffis. Lui avec cette expression que je connaissais trop bien. Détermination mêlée de frustration. Il venait parler. Il venait me convaincre. Il venait récupérer leur source de revenus. Je n'ai pas ouvert la porte. Michael a frappé une fois, 2 fois, 3 fois. Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. S'il te plaît, ouvre. Nous avons besoin de parler. Ce mot encore. Besoin. Comme si leurs besoins étaient des ordres auxquels je devais obéir. Je suis resté dans le salon, sentant toujours mon cœur battre dans mes oreilles. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus profond. C'était la bataille entre la femme que j'avais été pendant 66 ans et la femme que j'essayais de devenir. Maman, ouvre cette putain de porte. La voix de Michael semblait désespérée maintenant. Presque hystérique. Et une partie de moi, cette vieille partie conditionnée, voulait l'ouvrir. Voulait tout arranger. Voulait faire cesser sa souffrance. Mais une autre partie, une nouvelle partie féroce, chuchotait, si tu ouvres cette porte, tu ne sortiras jamais. Si tu cèdes maintenant, tu céderas pour toujours. J'ai entendu Clara sangloter de l'autre côté. Irène, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais c'est trop. Vas-tu vraiment détruire cette famille par fierté?
Pense à Michael. Pense à tout ce que vous avez construit ensemble. Ne jette pas ça. La fierté. Comme si défendre ma propre vie était de la vanité. Comme si refuser de continuer à être utilisé était un caprice. Et cette phrase, tout ce que vous avez construit ensemble, j'ai construit. J'ai payé. J'ai soutenu. Ils ont juste vécu dans la maison que mes mains ont construite. Maman, si tu n'ouvres pas dans 5 minutes, je vais penser qu'il t'est arrivé quelque chose, et j'appelle la police. La menace de Michael était creuse, et nous le savions tous les deux. Mais elle servait à quelque chose. Elle m'a mise en colère. Elle m'a fait comprendre que même à ce moment-là, même quand je posais une limite pour la première fois de ma vie, il essayait toujours de me contrôler, de me forcer, de me briser. Je me suis dirigé vers la porte. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai juste parlé assez fort pour qu'il m'entende. Michael, Clara, je vous entends parfaitement, mais je n'ouvrirai pas cette porte. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que j'ai pris ma décision, et rien de ce que vous direz ne la changera. Vous devez partir. Vous devez résoudre vos propres problèmes. Vous devez grandir. Grandir? J'ai 34 ans, maman. Je ne suis pas un enfant. La voix de Michael tremblait de rage. Alors arrête d'agir comme tel, arrête de courir vers moi chaque fois que la vie devient difficile. Arrête de t'attendre à ce que je résolve ce que tu as créé. Ce n'est pas juste à moi. Tu as co-signé. Tu as dit que tu nous soutiendrais. Et je l'ai fait. Pendant 3 ans, je l'ai fait. Mais le soutien ne signifie pas un sacrifice éternel. Michael, le soutien ne signifie pas que je cesse d'exister pour que tu puisses exister. Je ne suis plus ta co-signataire. Je ne suis plus ton plan de secours. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Tu dois apprendre à nager seul. Silence. Et puis Clara a parlé d'une voix froide que je ne lui avais jamais entendue. Tu sais quoi? Tu avais raison, Michael. Ta mère a changé. Elle est devenue égoïste et amère. Elle fait probablement juste une crise de la quarantaine. Allons-y. Nous perdons notre temps ici. La crise de la quarantaine. Comme si se réveiller était une pathologie. Comme si reprendre ma vie était un symptôme de folie. Je les ai entendus s'éloigner. Les moteurs de voiture démarraient. Les pneus crissaient sur le pavé. Et puis le silence. Un silence si absolu que pendant un instant, il m'a effrayé. Parce que pendant des années, ma valeur avait été liée à mon utilité. Et maintenant, sans que personne n'ait besoin de moi, qui étais-je? Je me suis assise par terre, le dos contre la porte, et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, non pas de regret. J'ai pleuré de soulagement. J'ai pleuré parce que je venais de survivre à l'épreuve la plus difficile. J'ai pleuré parce que je n'ai pas cédé. J'ai pleuré parce que pour la première fois j'ai choisi ma douleur plutôt que leur confort. Et ça, j'ai découvert que c'était révolutionnaire. Le reste de la journée, j'ai finalisé la paperasse. J'ai appelé mon employeur actuel et j'ai présenté ma démission officielle. Ma chef, le docteur Martinez, était surprise. Irène, tu es l'une de nos meilleures infirmières. Tu es sûre? J'ai expliqué que j'avais accepté un contrat temporaire à l'étranger, une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Elle a compris. Elle m'a souhaité bonne chance. Je ne lui ai pas raconté le reste. Je ne lui ai pas dit que je me sauvais, que je fuyais pour pouvoir vivre. Certaines batailles sont trop privées pour être partagées. Je suis allé à la banque et j'ai fermé le compte joint que j'avais avec Michael depuis qu'il était adolescent. Pour les urgences, je lui avais dit quand je l'avais ouvert. Des urgences qui étaient devenues son compte de dépenses personnelles. La guichetière m'a fait signer plusieurs formulaires. Vous êtes sûr? Une fois fermé, vous ne pouvez plus le récupérer. Complètement sûr, ai-je répondu. Et en signant, j'ai eu l'impression que chaque lettre de mon nom était un acte de récupération. Je récupérais mon argent, mes efforts, mon avenir. Je suis passé chez le notaire et j'ai signé les documents, me retirant en tant que co-signataire de leur appartement. Le notaire m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Des problèmes de famille, a-t-il demandé avec une fausse empathie. Des solutions familiales, ai-je corrigé. Il n'a pas compris.
Ça n'avait pas d'importance. J'ai compris. Ce soir-là, j'ai fait mes dernières valises. Des vêtements chauds parce qu'il faisait froid là où j'allais, des chaussures confortables, des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire, un nouveau carnet où j'écrirais tout ce que je ressentais, tout ce que je découvrais sur moi-même. J'ai regardé ma maison, cet endroit qui avait été mon refuge et ma prison. Les murs connaissaient chaque larme, chaque nuit blanche, chaque facture que j'avais payée à cette table, chaque appel où j'avais dit oui quand je voulais dire non. J'avais demandé à mon amie Maria de s'occuper de la maison pendant mon absence. Elle était la seule à qui j'avais tout raconté. La seule qui ne m'avait pas jugé, la seule qui avait dit « Il était temps, Irène. Il était temps que tu vives pour toi-même. » Maria arriverait dimanche pour récupérer les clés. Je partirai à l'aube lundi. 36 heures. C'est tout ce qui se trouvait entre mon ancienne vie et ma nouvelle. Cette nuit-là avant de dormir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis que j'étais enfant. J'ai prié. Je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas demandé que tout aille bien. J'ai juste dit « merci ». Merci pour le courage. Merci pour l'opportunité. Merci d'être encore en vie pour recommencer. Le samedi s'est levé avec un nœud à l'estomac qui n'était ni de la peur ni du regret. C'était de l'anticipation. Ce sentiment étrange d'être au bord de quelque chose d'énorme, d'irréversible, quelque chose qui allait tout changer pour toujours. Je me suis préparé lentement, comme si chaque mouvement était un rituel. Café, douche, vêtements propres. Chaque action simple semblait significative parce que je savais que c'était l'une des dernières fois que je la ferais dans cette maison en tant que la femme que j'étais. Maria est arrivée en milieu de matinée avec un sac de viennoiserie et 2 cafés. Nous nous sommes assises dans la cuisine, cet espace où j'avais préparé 1000 dîners de famille, où j'avais pleuré en silence en faisant la vaisselle, où j'avais calculé des budgets impossibles sur des serviettes tachées. Elle m'a regardé avec ce mélange de fierté et d'inquiétude que seuls les vrais amis peuvent avoir. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé, tenant sa tasse à 2 mains. Comme si je mourais et que je naissais en même temps, ai-je répondu avec une honnêteté brutale. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas essayé de me convaincre que tout irait bien. Elle ne m'a pas fait de discours de motivation bon marché. Elle a juste pris ma main et a dit « C'est normal de ressentir les deux. C'est normal que ça fasse mal. La douleur signifie que c'était réel. Que tu as aimé profondément, mais cela signifie aussi que tu es prête pour quelque chose de différent. » Je lui ai montré où étaient les doubles clés, comment fonctionnait le chauffe-eau capricieux, quelle plante avait besoin d'eau tous les 3 jours, des détails domestiques qui ressemblaient à des adieux. « Et si Michael vient ?» a-t-elle demandé avec prudence, « dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que tu ne sais pas quand je reviendrai. Dis-lui ce que tu veux, mais ne lui ouvre pas la porte. » Maria a promis qu'elle serait une forteresse. Que ma maison serait en sécurité. Que je serais en sécurité. Après son départ, je suis resté dans le salon à regarder mon téléphone. Il y avait plus de messages, beaucoup plus. Mais il y avait un nouveau qui m'a glacé le sang. Il ne venait pas de Michael ou de Clara. Il venait de ma belle-sœur, Elena, encore, mais cette fois le ton était différent. Irène, Michael m'a raconté ce que tu as fait. Tu as fermé les comptes. Tu t'es retiré en tant que co-signataire. Tu les as laissés seuls avec toutes les dettes. Je n'arrive pas à croire que tu sois si vindicative. Clara est dévastée. Elle a eu une crise d'angoisse la nuit dernière et ils ont dû l'emmener aux urgences. C'est de ta faute. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Ma faute. Encore, toujours ma faute. Si j'aidais trop, je les encourageais. Si j'arrêtais d'aider, j'étais cruel. Il n'y avait aucun moyen de gagner ce jeu parce que les règles changeaient toujours pour me faire perdre. J'ai lu le message 3 fois, attendant de me sentir coupable, attendant que cette vieille programmation me fasse courir à l'hôpital. Mais ça n'est pas arrivé. Au lieu de ça, j'ai ressenti autre chose, une colère nette et claire. Clara avait une crise d'angoisse. Et j'avais vécu avec l'insomnie pendant 3 ans. J'avais vécu avec la tachycardie. Chaque fois que le téléphone sonnait, j'avais été obligé de prendre des médicaments pour la tension artérielle parce que mon corps ne pouvait pas supporter le stress de soutenir 3 vies. Mais ça, ce n'était jamais une urgence. Ça n'a jamais justifié que quelqu'un vienne me sauver. Parce que j'étais forte. Je pouvais gérer.
Je ne pouvais pas craquer parce que si je craquais, tout tomberait. Eh bien, j'avais craqué. Et j'ai découvert que lorsque vous craquez de la bonne manière, vous devenez quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose qui ne se laisse plus piétiner. Je n'ai pas répondu au message d'Elena. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé. J'ai écrit une lettre, pas pour l'envoyer, juste pour tout évacuer, pour donner une forme à ce tourbillon d'émotions qui m'avait consumé pendant des années. Michael, quand tu es né, j'ai juré de te donner tout. Et je l'ai fait. Je t'ai donné l'éducation, les opportunités, l'amour inconditionnel. Mais à un moment donné, j'ai confondu t'aimer avec disparaître pour toi. J'ai pensé qu'être une bonne mère signifiait n'avoir aucune limite. J'ai pensé que t'aimer signifiait ne pas m'aimer. J'avais tort. L'amour ne détruit pas. L'amour ne consume pas jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ce n'est pas de l'amour. C'est un sacrifice mal compris. Et je ne vais plus me sacrifier. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je m'aime enfin. J'espère qu'un jour tu comprendras. J'espère qu'un jour tu me remercieras de t'avoir appris que les gens ne sont pas des ressources infinies. Que nous avons tous une limite et qu'il est acceptable de dire jusqu'ici et pas plus loin. Ta mère, Irène. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans ma valise. Peut-être qu'un jour je l'enverrai. Peut-être jamais. Mais l'écrire était suffisant. C'était comme vomir du poison. Comme nettoyer une plaie infectée. Ça faisait mal, mais c'était la douleur de la guérison, pas de la destruction. Le téléphone a sonné. Michael à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Je devais le faire une dernière fois. J'avais besoin de clore ce chapitre avec mes propres mots. Maman, Dieu merci. Écoute, Clara va vraiment mal. Nous l'avons emmenée à l'hôpital hier soir. Les médecins disent que c'est un stress sévère. Ça doit te préoccuper. Tu ne peux pas continuer à nous ignorer comme si nous n'étions rien. Sa voix semblait fatiguée. Réelle. Pour la première fois, il semblait vraiment souffrir. Et une partie de moi, cette partie maternelle qui ne meurt jamais complètement, voulait céder. Voulait dire, j'arrive. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose. J'étais aussi à l'hôpital. Il y a 2 ans, avec une crise d'hypertension si grave qu'il pensait que c'était une crise cardiaque. Michael était en vacances avec Clara à la plage. Il n'est pas venu. Il m'a appelé de là-bas, musique et rire en arrière-plan et a dit « Maman, quelle frayeur !» Mais ça va maintenant, n'est-ce pas? C'est juste que nous avons déjà payé tout le voyage et que nous ne pouvons pas annuler. J'étais seul à cet hôpital. Maria est celle qui m'a ramené. Maria est celle qui est restée avec moi. Michael, je suis désolé que Clara aille mal. Je le suis vraiment. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Bien sûr, c'est ta responsabilité. Tout ça a commencé parce que tu lui as dit non. Si tu avais juste été raisonnable, rien de tout ça ne serait arrivé. Raisonnable. Ce mot-clé. Raisonnable signifiait dire oui. Toujours. Tu sais quand j'ai arrêté d'être raisonnable pour toi, mon fils? Quand j'ai commencé à être raisonnable avec moi-même. Quand j'ai décidé que ma vie comptait aussi. Quand j'ai compris que vous soutenir tous les deux ne pouvait pas signifier me laisser aller. C'est ridicule. Tu es ma mère. Une mère est censée être toujours là. Tu as raison. Une mère est toujours là. Mais où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Quand était la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais? Quand était la dernière fois que tu m'as proposé de l'aide sans que j'aie à la supplier? Quand était la dernière fois que tu as pensé à moi comme autre chose qu'une solution à tes problèmes? Silence. Long, lourd. Et puis d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, il a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu nous abandonnes comme ça. Maman, nous avons besoin de toi. » Je sais, Michael. Mais j'ai besoin de moi aussi. Et pendant trop longtemps, tu as gagné cette compétition. Plus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-tu juste disparaître? Vas-tu agir comme si nous n'existions pas? Ça veut dire que je vais vivre ma vie. Ça veut dire que je vais travailler pour moi. Ça veut dire que quand tu m'appelleras, si tu m'appelles, ce sera parce que tu veux me parler, pas parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Ça veut dire que je ne suis plus ton plan B.
Je ne suis plus ton filet de sécurité. Je suis juste Irène. Et Irène mérite d'exister aussi. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu parles comme si nous avions été méchants avec toi. Comme si nous ne t'apprécions pas. Ce n'est pas juste. Tu as raison sur une chose. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste pour moi. Mais je ne cherche plus la justice. Je cherche juste la paix. Et je l'ai trouvée. Elle est dans le fait de dire non. Elle est dans le fait de partir. Elle est dans le fait de me choisir pour la première fois en 66 ans. Partir? Où vas-tu? Nulle part où tu as besoin de savoir. Nulle part où tu peux me trouver avant que je ne sois prête à être trouvée. Maman, attends. Mais je n'ai pas attendu. J'ai raccroché. Et cette fois, j'ai complètement éteint le téléphone. Non pas bloqué, non pas silencieux, éteint parce que j'avais besoin d'un silence total. J'avais besoin que ma tête cesse d'entendre leur voix. J'avais besoin d'espace pour entendre la mienne. Cet après-midi-là, j'ai fait le tour du quartier. Je suis passé devant la maison de Madame Aurora, ma voisine de toujours. Elle arrosait les plantes dans son jardin. Elle m'a vu et a souri. Irène, comme c'est étrange de te voir dehors un samedi. Tu es toujours si occupée. Plus maintenant, ai-je répondu. Je ne serai plus occupé par des choses qui ne sont pas les miennes. Elle a penché la tête, confuse, mais n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste dit, je suis contente que tu aies l'air fatigué ces derniers temps. Trop fatigué pour quelqu'un qui devrait profiter de la vie. Elle avait raison. 66 ans et je n'avais jamais rien apprécié. Il y avait toujours quelque chose de plus important, toujours quelqu'un de plus urgent, toujours une raison de me reporter. Eh bien, il n'y avait plus de raison, plus d'excuses, plus tard. Il n'y avait que, maintenant, et, maintenant, j'ai choisi de vivre. Le dimanche est arrivé avec un calme étrange, comme le silence juste avant une tempête ou juste après son passage. J'étais au milieu. La tempête avait été toute ma vie précédente. Ce qui arrivait était inconnu. Et pour la première fois, l'inconnu ne me terrifiait pas. Il m'appelait. J'ai passé la matinée à vérifier chaque recoin de la maison, m'assurant que tout était en ordre pour Maria. J'ai laissé des instructions écrites dans la cuisine. J'ai payé 3 mois de service public à l'avance. J'ai vidé le réfrigérateur de tout ce qui pouvait gâcher. Chaque tâche était mécanique, automatique, mais aussi symbolique. Je fermais des portes. Je disais au revoir à la version de moi qui avait habité ces espaces pendant des décennies. À midi, alors que je pliais les dernières serviettes propres, j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Mon cœur s'est accéléré. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas Michael. C'était Uleya, ma sœur cadette. Nous ne parlions pas beaucoup. Elle vivait sa propre vie bien remplie dans une autre ville avec ses propres problèmes, ses propres drames. Mais elle était là, sortant de sa voiture avec 2 sacs de plats à emporter. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Nous nous sommes regardés en silence un instant. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré pendant le trajet. Michael m'a appelé, dit-elle finalement. Il m'a raconté sa version de tout. Puis j'ai appelé Maria et elle m'a dit la vérité. Je suis venu dès que j'ai pu. Je l'ai laissé entrer. Nous avons mis la nourriture sur la table de la cuisine. Des tacos, du riz, des haricots, tout ce que nous mangions quand nous étions petites et que maman nous régalait le dimanche. Nous nous sommes assises face à face et pendant un instant aucune de nous n'a parlé. Nous avons juste mangé. Et dans ce silence partagé, il y avait plus de compréhension que dans 1000 conversations. Tu pars vraiment demain, demanda Uleya, s'essuyant la bouche avec une serviette. Oui, vol à 6 heures du matin. Et Michael sait. Il sait que je pars. Il ne sait pas où ni pour combien de temps, et il ne le saura pas avant que je ne sois prête. Uleya hocha la tête lentement, assimilant l'information. Puis elle dit quelque chose que je n'attendais pas. Tu aurais dû faire ça il y a des années. Je t'ai vu disparaître petit à petit. Je t'ai vu devenir une ombre. J'ai voulu dire quelque chose 1000 fois. Mais je pensais que ce n'était pas ma place. Je pensais que tu savais ce que tu faisais. Mais maintenant je comprends que non. Personne ne t'a appris à dire non. Maman ne savait pas comment.
Grand-mère ne savait pas comment. Nous avons toutes appris que l'amour se mesurait à la façon dont on se vidait pour les autres. Ces mots me frappèrent d'une vérité si profonde que j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Elle avait raison. Je venais de générations de femmes qui se sacrifiaient jusqu'à la non-existence. Des femmes qui croyaient que leur valeur résidait dans leur utilité. Des femmes qui sont mortes en ayant vécu pour tout le monde sauf elles-mêmes. Et je répétais le schéma jusqu'à maintenant. Je ne veux pas que mes petites filles apprennent ça, dit Uleya, sa voix brisée. Je ne veux pas qu'elles pensent qu'aimer signifie s'effacer. C'est pourquoi, même si ça fait mal de te voir partir, je suis fier de toi. Tu brises la malédiction, Irène. Tu leur apprends quelque chose que personne ne nous a appris. Nous nous sommes serrés dans les bras. Une étreinte longue et forte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Quand nous nous sommes séparés, elle a sorti quelque chose de son sac à main. Une enveloppe. Ouvre ça quand tu seras dans l'avion, dit-elle. C'est juste quelque chose que j'ai écrit la nuit dernière pour que tu ne te sentes pas seul en chemin. Elle est restée jusqu'au crépuscule. Nous avons parlé de tout et de rien. De notre enfance, de maman, des erreurs que nous répétons sans nous en rendre compte. De la difficulté de désapprendre ce que l'on nous enseigne dès le berceau. Et quand elle est finalement partie, elle m'a serré à nouveau dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille, « Volo, ma sœur, et ne regarde pas en arrière avant d'être prête. » Cette nuit-là, ma dernière nuit dans cette maison, je n'ai pas pu dormir. Non pas par anxiété, mais par cette étrange énergie qui vient quand on sait que sa vie est sur le point de se scinder en deux. L'avant et l'après. Je suis resté éveillé dans le salon avec une tasse de tisane à la camomille, regardant les photographies sur les murs. Tant de moments figés. Tant de sourires qui cachaient des larmes que personne ne voyait. Il y avait une photo de Michael à 5 ans me serrant dans ses bras avec cette innocence pure que seuls les enfants ont. Je me suis demandé à quel point ce garçon qui m'aimait inconditionnellement s'était transformé en l'homme qui n'appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Je me suis demandé si c'était ma faute de lui avoir appris que je serais toujours disponible. De ne pas lui avoir appris que les mères aussi ont des limites. D'avoir élevé un fils qui attendait tout et ne savait rien donner. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que ma thérapeute m'avait dit. Celle que j'avais consultée pendant 6 mois il y a des années, quand je pensais devenir folle. Irène, vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de la façon dont les autres adultes choisissent de se comporter. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez. Ils doivent maintenant faire de leur mieux avec ce qu'ils savent. Et si ce qu'ils savent ne suffit pas, c'est leur responsabilité d'apprendre, pas la vôtre d'enseigner. J'avais été en colère quand elle l'avait dit. Je pensais qu'elle était trop dure. Mais maintenant, assise dans ce salon sombre, j'ai compris. Michael avait 34 ans. Clara avait 31 ans. Ce n'étaient pas des enfants. C'étaient des adultes qui avaient choisi de dépendre de moi parce que c'était plus facile que de grandir. Et j'avais choisi de le permettre parce que je pensais que c'est ce qui faisait de moi une bonne mère. Mais les bonnes mères apprennent aussi à leurs enfants à voler. Et je ne les avais jamais laissés tomber assez longtemps pour qu'ils apprennent à utiliser leurs ailes. À 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Je l'avais allumé pour régler l'alarme pour 4h30. C'était un message d'un numéro inconnu. Irène, c'est Clara. Je sais que tu m'as bloqué, mais j'ai un autre téléphone. J'ai besoin que tu me parles. S'il te plaît. Je sais que nous avons fait des erreurs. Je sais que nous t'avons trop poussé, mais tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas nous laisser dans cette situation. Les dettes sont au nom de Michael. Si nous ne payons pas, il va avoir des problèmes juridiques. C'est vraiment ce que tu veux pour ton fils? Vas-tu vraiment le laisser se faire poursuivre parce que tu es en colère contre nous? S'il te plaît, Irène, juste cette fois de plus. Je promets qu'après ça, nous ne te demanderons plus jamais rien. Je jure. J'ai lu tout le message. Chaque mot était une manipulation parfaitement conçue. La culpabilité, la menace voilée, la fausse promesse. Juste cette fois de plus. La même vieille phrase, le même mensonge enveloppé d'urgence, le même piège dans lequel j'étais tombé 100 fois. Mais cette fois, quelque chose en moi était différent. Cette fois, j'ai lu ce message et je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti de la clarté parce que j'ai enfin compris quelque chose de fondamental. Leurs conséquences n'étaient pas ma responsabilité. Michael a signé pour ses dettes.
Clara a démissionné de son travail. Ils ont pris des décisions d'adultes et maintenant ils devaient faire face à des résultats d'adultes et je n'allais pas les sauver de leur propre vie. J'ai écrit une réponse. Courte, claire, définitive. Clara, je comprends que tu aies peur. Je comprends que la situation est difficile, mais tu as créé cette situation, pas moi. J'ai juste financé vos décisions trop longtemps. Je ne le ferai plus. Il y a des solutions. Michael peut travailler des heures supplémentaires. Tu peux trouver un autre emploi. Tu peux vendre des choses. Tu peux obtenir des prêts bancaires. Tu peux faire ce que des millions de personnes font quand elles ont des dettes. Ce que tu ne peux pas faire, c'est continuer à t'attendre à ce que je résolve ce que tu as créé. Je vous souhaite le meilleur, mais ma réponse est non et elle restera non. Irène. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai bloqué le numéro. J'ai éteint le téléphone et pour la première fois en 3 jours, j'ai ressenti quelque chose comme une paix complète. Ce n'était pas le bonheur. Pas encore. Ce n'était pas l'euphorie. C'était simplement l'absence de ce poids suffocant que j'avais porté pendant des années. C'était le silence après le bruit constant. C'était l'espace pour respirer. Je suis allé prendre une douche. J'ai laissé l'eau chaude couler sur moi pendant de longues minutes. J'ai pleuré là, sous l'eau où personne ne pouvait m'entendre. J'ai pleuré pour la femme que j'étais. Pour toutes les années perdues. Pour toutes les fois où j'ai dit oui alors que je voulais crier non. Pour toutes les nuits où je me suis endormi l'estomac serré d'anxiété. Pour toutes les versions de moi que j'avais dû tuer pour survivre. J'ai pleuré pour elles. Je les ai libérées. Je les ai laissées s'écouler dans le drain avec l'eau. Quand je suis sorti, je me suis regardé dans le miroir embué. J'avais 66 ans. Des rides autour des yeux. Des cheveux gris que je ne prenais plus la peine de teindre. Une peau fatiguée, mais mes yeux. Mes yeux avaient quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Détermination, force, vie. Je me suis habillé avec des vêtements confortables pour le voyage. Pantalon noir, chemisier gris, un pull vert parce qu'il faisait froid là où j'allais, des chaussures confortables, rien de fantaisie, rien pour impressionner qui que ce soit, juste des vêtements fonctionnels pour une femme qui allait recommencer. L'alarme a sonné à 4h30 du matin, mais j'étais déjà éveillé. J'avais passé la dernière heure assise au bord de mon lit, fixant la valise fermée près de la porte, sentant comment chaque minute me rapprochait de ce point de non-retour. Ce n'était pas de la peur que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond. C'était la conscience que dans quelques heures, la femme que j'avais été toute ma vie cesserait d'exister. Et la femme que je deviendrais était encore un mystère. J'ai fait un dernier café dans cette cuisine que je connaissais par cœur. Chaque tasse à sa place, chaque cuillère à café exactement où elle était toujours. Il y avait de l'ordre dans cette maison, mais c'était un ordre bâti sur un chaos interne. C'était une perfection extérieure cachant un effondrement intérieur. J'ai bu le café lentement, savourant chaque gorgée comme si c'était un rituel d'adieu, car c'en était un. À 5h15, le taxi que j'avais commandé la veille est arrivé. Le chauffeur était un homme plus âgé, le genre qui a assez vu la vie pour ne pas poser de questions inutiles. Il m'a aidé avec ma valise. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma maison. Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés, tout était silencieux. Comme si la maison elle-même savait que quelque chose se terminait. Comme si elle aussi avait besoin de se reposer de tout ce qu'elle avait vu entre ses murs. À l'aéroport, a demandé le chauffeur. À l'aéroport, ai-je confirmé. Et quand la voiture a démarré, je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que c'était facile, mais parce que je savais que si je regardais, si je voyais cette maison s'estomper dans le rétroviseur, je pourrais hésiter. Et je ne pouvais pas me permettre d'hésiter. Pas maintenant. Pas quand j'étais si près de me sauver. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est déroulé en silence. La ville dormait encore. Les rues étaient vides. Les feux de circulation changeaient pour personne. Tout avait cette qualité onirique qu'ont les heures d'avant l'aube, comme si le monde était en pause. Et d'une certaine manière, mon monde était en pause. J'étais dans cet espace liminal entre qui j'étais et qui je serais, entre la douleur familière et la liberté inconnue. Nous sommes arrivés à l'aéroport à 5h40. J'ai enregistré mon bagage.
L'agent de comptoir m'a souri avec cette gentillesse professionnelle de ceux qui travaillent tôt le matin. Affaires ou loisirs, a-t-elle demandé en imprimant ma carte d'embarquement. J'y ai réfléchi. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était un voyage de survie, une mission de sauvetage, un voyage de renaissance. Loisirs, ai-je finalement menti? Parce que si tout allait bien, cela finirait par être vrai. J'ai passé la sécurité. J'ai retiré mes chaussures, mon pull, sorti mon ordinateur portable. Tout le théâtre absurde de la sécurité de l'aéroport. Mais quand j'ai finalement passé et remis tout, j'ai senti quelque chose changer. Parce que de l'autre côté de ce contrôle, je n'étais plus la même vieille Irène. J'étais une femme en transit, une femme sans adresse fixe, une femme libre. Je me suis assise dans la zone d'attente devant la porte d'embarquement. Il restait 40 minutes avant le vol. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai allumé une dernière fois avant de partir. J'avais 27 nouveaux messages, tous de la nuit. Michael, Clara depuis différents numéros. Elena, il y en avait même un de la mère de Clara, une femme qui ne m'avait jamais dit plus que des salutations polies lors des réunions de famille. Irène, je ne sais pas ce qui se passe, mais ma fille souffre beaucoup. J'espère que tu reconsidéreras et te souviendras que la famille est la chose la plus importante. La famille est la chose la plus importante. Cette phrase qu'ils utilisent comme une arme. Cette phrase qui signifie que tu n'as pas d'importance, que nous seuls avons de l'importance. Cette phrase qui te force à disparaître pour que d'autres puissent exister. J'ai supprimé les messages sans les lire complètement. Ils disaient tous la même chose avec des mots différents. Ils voulaient tous la même chose. Que je retourne dans ma cage, que je redevienne utile, que je cesse d'être humaine et que je redevienne une ressource. Puis je me suis souvenu de l'enveloppe qu'Uleya m'avait donnée. Je l'ai sortie de mon sac et je l'ai ouverte avec soin. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite dans son écriture irrégulière mais magnifique. J'ai commencé à lire. Irène, ma sœur. Au moment où j'écris ceci, il est minuit passé et je n'arrive pas à dormir en pensant à toi, à tout ce que tu as porté seul, à tout ce que tu as sacrifié, croyant que c'était de l'amour. Je veux que tu saches quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je t'admire. Je l'ai toujours fait, mais je me suis aussi soucié de toi parce que je t'ai vu t'effacer. J'ai vu ton rire devenir moins fréquent. J'ai vu tes yeux perdre cette étincelle qu'ils avaient quand nous étions petites et rêvions de tout ce que nous deviendrions. Tu es devenu ce dont tout le monde avait besoin et tu as cessé d'être ce que tu voulais. Et je ne savais pas comment t'aider car je me battais dans mes propres batailles. Mais maintenant que tu pars, maintenant que tu te choisis enfin, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Que même si tu es à des kilomètres, mon cœur est avec toi. Vole, Irène. Vole aussi loin que tu le dois. Et si jamais tu doutes, si la culpabilité te chuchote de revenir, souviens-toi de ceci. La meilleure mère n'est pas celle qui se sacrifie jusqu'à la mort. C'est celle qui apprend à ses enfants que nous méritons tous de vivre avec un amour éternel. Ta sœur, Uleya. Les larmes sont tombées sur le papier avant que je ne puisse les arrêter. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de me sentir enfin vu après si longtemps. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai mise dans mon portefeuille à côté de mon passeport. Ces deux choses seraient mon talisman, mon rappel de qui j'étais et où j'allais. Le haut-parleur annonça le pré-embarquement pour mon vol. Je me suis levé, les jambes tremblantes, non pas de peur, mais de cette adrénaline qui vient quand on est sur le point de sauter dans le vide et que l'on ne sait pas s'il y a un filet de sécurité. Mais on saute quand même parce que rester est une mort lente. Je me suis mis en file. Des passagers avec des bagages à main. Des cadres en costume parfait. Des familles avec des enfants à moitié endormis. Tous avec leurs propres histoires. Tous avec leurs propres raisons d'être là à 6 heures du matin. Et j'en faisais partie. Juste une autre femme prenant un avion. Personne ne savait que pour moi, ce vol était un acte de révolution personnelle. Personne ne savait que chaque pas vers cet avion était un pas loin d'une vie qui m'avait presque tué. J'ai remis ma carte d'embarquement. L'hôtesse de l'air m'a souri. Bienvenue à bord, madame. J'ai marché dans l'allée à la recherche de mon siège. C'était un siège côté hublot. Je demandais toujours un hublot. J'aimais regarder le monde rapetisser au fur et à mesure que l'avion décollait. J'aimais la perspective que l'altitude donnait.
comment les problèmes énormes se transformaient en points insignifiants quand on les voyait d'en haut. Je me suis assise et j'ai attaché ma ceinture de sécurité. L'avion s'est rempli lentement. Une jeune femme, peut-être 30 ans, s'est assise à côté de moi avec des écouteurs et un ordinateur portable. Elle ne m'a pas regardé. Nous n'avons pas parlé. Et j'étais reconnaissante pour cet anonymat. Reconnaissante d'être invisible pour les bonnes raisons cette fois. Quand ils ont fermé les portes de la cabine, j'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine, comme une chaîne qui avait été serrée pendant des années et qui s'est enfin brisée. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait à se lever, teintant le ciel de rose et d'orange. Une nouvelle aube, littéralement et métaphoriquement. L'avion a commencé à bouger. Lentement au début, puis plus vite. Les lumières de l'aéroport ont filé. Et puis ce moment magique, le nez de l'avion s'est levé. Les roues ont quitté le sol et nous volions. Je volais, je m'éloignais, je m'élevais, je me libérais. J'ai regardé en bas et j'ai vu la ville rétrécir. Quelque part dans ce labyrinthe de rues et de bâtiments se trouvaient Michael et Clara, probablement encore endormis, ne sachant probablement pas encore que j'étais déjà parti, que j'étais déjà dans les airs, que j'étais déjà inaccessible. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la paix. La paix de savoir que j'avais enfin choisi ma vie plutôt que leur confort. L'avion a grimpé à travers une couche de nuages et tout est devenu blanc un instant. Blanc pur, propre, comme une ardoise vierge, comme une nouvelle page. Et quand nous sommes sortis de l'autre côté, le soleil brillait avec une intensité qui faisait mal aux yeux, mais qui guérissait aussi quelque chose de profond à l'intérieur. Parce que ce soleil ne me demandait rien. Il ne me réclamait rien. Il était juste là, brillant, existant, n'ayant besoin d'aucune justification. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai mis en mode avion. Cette expression a pris un nouveau sens. Mode avion, un mode d'être déconnecté, un mode d'être inaccessible, un mode d'être simplement sans avoir à rendre compte à personne. Je l'ai laissé comme ça. Et puis, dans un acte symbolique qui m'a surprise, j'ai ouvert mes réglages et j'ai changé mon contact d'urgence. J'ai supprimé le numéro de Michael. J'ai mis celui du Leia. Ce petit changement numérique représentait quelque chose d'énorme. Je ne faisais plus confiance à mon fils pour me sauver si quelque chose tournait mal. Il n'était plus mon filet de sécurité parce qu'il ne l'a jamais été. J'étais toujours le sien. Le vol a duré 6 heures. 6 heures passées à être suspendu entre deux mondes. Entre la femme que j'ai laissée au sol et la femme qui atterrirait de l'autre côté. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pu. Je suis resté les yeux ouverts, fixant par le hublot cet océan infini de nuages blancs qui ressemblait à du coton étiré jusqu'à l'horizon. Je me suis demandé combien de personnes avaient fui comme ça. Combien de mères, combien de femmes, combien de filles avaient pris un avion pour échapper à des vies trop petites pour elles? Combien avaient ressenti ce mélange étrange de culpabilité et de liberté qui me rongeait la poitrine? L'hôtesse de l'air est passée, proposant des boissons. J'ai demandé de l'eau. Rien d'autre. Mon estomac était noué, non pas par nervosité, mais parce que tout mon corps était encore en mode survie, comme s'il n'arrivait pas à croire que je l'avais vraiment fait, que j'étais vraiment parti, que j'avais vraiment choisi. À mi-chemin du vol, la femme à côté de moi a retiré ses écouteurs et m'a regardé. Première fois que vous volez vers cette destination, a-t-elle demandé avec une gentillesse décontractée. Oui, ai-je répondu. Première fois. Elle a souri. Vous allez adorer. C'est un endroit parfait pour recommencer. Elle m'a regardé une seconde de plus que nécessaire. Comme si elle pouvait voir à travers moi, comme si elle savait que je n'étais pas en vacances. C'est si évident, ai-je demandé avec un sourire triste. Elle a ri doucement. Disons que j'ai reconnu le regard. J'ai aussi fui une fois, il y a 5 ans. La meilleure décision de ma vie. Elle n'a rien dit de plus. Elle a remis ses écouteurs, mais ces mots sont restés avec moi pour le reste du vol. La meilleure décision de ma vie. J'espérais que ce serait aussi le cas pour moi. Nous avons atterri à 13 heures, heure locale. Quand les roues ont touché le sol, j'ai senti mon cœur s'emballer. C'était réel. J'étais ici, dans un autre pays, seul, à des milliers de kilomètres de tout ce que je connaissais. L'idée me terrifiait et m'excitait à parts égales.
Je suis descendu de l'avion, suivant le flot de passagers vers l'immigration. Tout était en anglais. Les panneaux, les annonces, les voix au haut-parleur. C'était comme être sur une autre planète. Et d'une certaine manière, je l'étais. J'ai passé l'immigration. L'agent m'a demandé le but de ma visite. Travail, ai-je répondu, montrant mon contrat. Il a tamponné mon passeport sans plus de questions. J'ai récupéré ma valise. J'ai traversé les portes automatiques et suis entré dans le hall des arrivées. Et là, au milieu d'une mer de gens avec des pancartes et des accolades et des bienvenus, je me suis senti complètement seul. Mais c'était une solitude différente. Ce n'était pas la solitude d'être entouré de gens qui vous utilisent. C'était la solitude d'être seul avec moi-même. Et j'ai découvert que cela ne me faisait pas aussi peur que je l'avais imaginé. Il y avait une femme avec une pancarte qui disait mon nom, Irène Castillo. Elle était de l'entreprise, la coordinatrice du programme international des infirmières. Son nom était Margaret. Elle avait environ 50 ans avec un sourire sincère qui atteignait ses yeux. Bienvenue, dit-elle, son accent épais. Long voyage, n'est-ce pas? Allons vous emmener à votre appartement pour que vous puissiez vous reposer. Je l'ai remerciée, la gorge nouée, une gentillesse sans attente, une aide sans condition. C'était quelque chose que j'avais oublié qu'elle existait. L'appartement était petit mais propre. Un immeuble de 3 étages dans un quartier calme de la ville, un studio avec une cuisine intégrée, une salle de bain complète, un lit simple et une grande fenêtre donnant sur un parc. Margaret a tout expliqué. Comment fonctionnait le chauffage, où se trouvait la buanderie de l'immeuble, quel jour il ramassait les ordures, des détails banals qui me semblaient monumentaux parce qu'ils étaient les miens. Cet espace était le mien. Personne d'autre n'avait les clés. Personne d'autre n'entrerait sans permission. Personne ne me chercherait ici pour me demander de l'argent. Quand Margaret est partie, j'ai fermé la porte à clé et je me suis juste tenu au milieu de cet espace vide. Le silence était absolu. Pas de télévision allumée, pas de téléphone qui sonnait, pas de voix qui réclamait de l'attention, juste le silence. Et dans ce silence, je me suis enfin permis de ressentir tout ce que j'avais retenu pendant des jours. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai pleuré. J'ai pleuré fort. J'ai pleuré de manière horrible. J'ai pleuré toutes ces années d'épuisement accumulées. Toutes ces nuits blanches. Tous ces moments où je voulais crier mais souriais à la place. Je les ai toutes pleurées sans contrôle, sans honte parce qu'il n'y avait personne pour me juger. Je ne sais pas combien de temps j'ai été comme ça. Quand les larmes ont finalement tari, je me suis sentie étrangement légère, comme si j'avais vomi quelque chose de toxique que j'avais porté en moi pendant des décennies. Je me suis levé, je me suis lavé le visage dans la salle de bain et j'ai commencé à déballer. Des vêtements dans le petit placard, des articles de toilette dans l'armoire à pharmacie, des documents dans le tiroir de la table de chevet. Chaque objet trouvait sa place dans cette nouvelle vie. Il était 16 heures quand j'ai enfin allumé mon téléphone. Je l'avais laissé éteint depuis que j'étais monté dans l'avion. Quand l'écran s'est allumé, les notifications ont commencé à affluer comme une avalanche. 53 messages, 22 appels manqués, 3 messages vocaux, tous des 6 dernières heures, tous de Michael et Clara. Tous désespérés. J'en ai lu quelques-uns. Maman, où es-tu? Tu ne réponds pas maman, je suis inquiet. Appelle-moi. Irène. Michael dit que tu n'es pas chez toi. Où es-tu allé? Maman, je suis allé chez toi. Maria m'a dit que tu étais partie, mais elle ne m'a pas dit où. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est ridicule. Réponds au téléphone. Irène, ce n'est plus drôle. Nous devons parler maintenant. Et enfin, le plus récent, d'il y a 20 minutes. Bien. J'ai compris le message. Si tu veux disparaître et faire comme si nous n'existions pas, vas-y. Mais juste pour que tu saches, quand tu voudras revenir, il n'y aura peut-être plus rien à quoi revenir. C'est ta décision. Tu as choisi ça. J'ai lu ce dernier message 3 fois. Et au lieu de ressentir de la panique ou de la culpabilité, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Parce que cette menace qu'il n'y ait peut-être plus rien à quoi revenir était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'était la confirmation que je n'avais pas fait d'erreur. C'était la preuve finale que pour eux, je n'étais précieuse qu'en tant que ressource.
Et quand la ressource refuse, la ressource est jetable. J'ai écrit une réponse. La dernière que j'écrirai avant longtemps. Michael, je vais bien. Je suis en sécurité. Je suis exactement là où je dois être. Je ne vais pas vous dire où parce que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de vivre sans avoir l'impression de devoir une explication à quelqu'un pour chaque respiration que je prends. Ce n'est pas de votre faute si les choses en sont arrivées là. C'est le résultat d'années de déséquilibre que nous avons tous deux permis. Moi pour ne pas avoir fixé de limites. Vous pour ne pas avoir respecté les quelques que j'avais dites. Mais c'est fini. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Mais cet amour ne peut plus me coûter ma vie. Nous parlerons quand je serai prête. Pas avant. Prenez soin de vous. Votre maman. J'ai appuyé sur envoyer. Et puis j'ai fait quelque chose de radical. J'ai supprimé l'application de messagerie. J'ai supprimé mon email. Je n'ai laissé que la fonction d'appel. Mais j'ai mis le téléphone en mode silencieux permanent. Je me suis connecté au Wi-Fi de l'appartement et j'ai ouvert un nouveau compte email, un que seul Uleia et Maria connaîtraient, un où je pourrais exister sans être trouvé. Je suis allé me promener dans le quartier. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de voir cet endroit qui serait ma maison temporaire. Les rues étaient propres et ordonnées, des arbres partout, des gens promenant des chiens, des enfants à vélo. Tout avait ce rythme lent des petites villes où les gens ne vivent pas dans la précipitation. Je suis entré dans une épicerie. J'ai acheté l'essentiel. Café, pain, œufs, lait, fruits, des choses simples pour durer la semaine. J'ai payé avec ma propre carte. De l'argent que j'avais gagné, que je ne devais à personne, que je n'avais pas à justifier. En revenant à l'appartement, j'ai croisé une femme plus âgée qui arrosait les plantes dans le jardin devant. Elle m'a fait signe. Nouvelle voisine, s'est-elle exclamée avec un accent prononcé. Bienvenue dans l'immeuble. Je suis Francisca. J'habite au 2e étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je l'ai remercié. Je me suis présenté. Nous avons échangé des sourires et j'ai continué à marcher. Mais ce petit geste, cet accueil sans attente, m'a rappelé qu'un monde existait où les gens pouvaient être gentils sans rien attendre en retour. Cette nuit-là, j'ai préparé quelque chose de simple pour le dîner. Des œufs brouillés et des toasts. J'ai mangé assise sur le petit canapé, regardant par la fenêtre. Dehors, le parc était éclairé par des lampes jaunes. Certaines personnes se promenaient. D'autres faisaient du jogging. D'autres encore étaient simplement assises sur des bancs, fixant le vide. Et j'étais l'une d'elles. Une femme dans un appartement. Une femme mangeant des œufs brouillés. Une femme qui pour la première fois depuis des années n'avait pas à surveiller son téléphone. Mon premier jour de travail était mardi. Je me suis réveillé à 5 heures du matin avec ce mélange de nervosité et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis ma jeunesse. Et tout était possible. Je me suis préparé avec soin, uniforme propre, cheveux attachés, chaussures confortables. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme différente de celle que j'avais laissée derrière moi, les mêmes yeux fatigués, les mêmes rides. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon regard. Il y avait de la clarté. Il y avait un but. Il y avait de la vie. L'hôpital était à 20 minutes en bus. J'y suis monté en suivant les indications que Margaret m'avait données. Tout était nouveau. Les rues, les bâtiments, la langue que j'entendais autour de moi. Mais au lieu de m'effrayer, cette nouveauté m'a énergisé. C'était comme être une touriste dans ma propre vie, comme redécouvrir ce que ça faisait d'être présente dans l'instant sans le fardeau constant du passé. L'hôpital était moderne et grand. J'ai été accueilli par la chef des infirmières, un homme nommé Michael, qui parlait un espagnol de base et me traitait avec cette courtoisie professionnelle mais sincère. Il m'a présenté à l'équipe. Il y avait des infirmières de tous âges et de toutes nationalités. L'une d'elles, Aurora, était colombienne et y travaillait depuis 5 ans. Vous allez aimer ici, dit-elle en me montrant la zone où nous allions travailler. Ici, on vous paie ce que vous valez. On vous respecte. Et quand votre quart se termine, il se termine. Personne ne vous appelle après. Personne ne s'attend à ce que vous viviez pour le travail. C'est différent. Différent. Ce mot est devenu mon mantra.
Tout était différent. Et pour la première fois, différent signifiait mieux. Mon quart était de 7 heures du matin à 15 heures, 6 jours par semaine avec le dimanche de congé. Le travail était similaire à ce que je faisais chez moi. Soins généraux, administration de médicaments, surveillance des patients, mais l'ambiance était complètement différente. Il y avait une structure. Il y avait des règles claires. Il y avait du respect entre collègues. Personne ne criait. Personne ne vous blâmait pour des erreurs qui n'étaient pas les vôtres. Personne ne s'attendait à ce que vous fassiez 3 emplois pour le salaire d'un. Cette première semaine s'est déroulée dans un tourbillon d'apprentissage et d'adaptation. J'ai appris les protocoles de l'hôpital, les noms de mes collègues, les itinéraires de bus, où acheter de la nourriture, où se trouvait la laverie la plus proche, des détails logistiques qui me tenaient occupé et m'empêchaient de trop penser à ce que j'avais laissé derrière moi. Parce que quand j'y pensais, quand je me permettais de me souvenir, la culpabilité essayait de s'infiltrer comme de la fumée à travers les fissures de ma nouvelle pièce. Je n'avais plus écrit à Michael. Il n'avait plus insisté après ce dernier message menaçant. Le silence entre nous était absolu. Et ce silence, j'ai découvert, n'était pas vide. C'était de l'espace. De l'espace pour chacun de nous à digérer. De l'espace pour lui à faire face à ses conséquences. De l'espace pour moi à apprendre à exister sans porter son poids. Mais les nuits étaient difficiles. Quand je rentrais à l'appartement et que je fermais la porte, quand le bruit de la journée s'éteignait et qu'il n'y avait plus que moi, c'est là que la vraie bataille se déroulait. Je m'asseyais sur le canapé avec une tasse de thé et je fixais le téléphone. Je le vérifiais compulsivement, attendant je ne sais quoi, un message d'excuse, un appel où il comprenait enfin, un signe qu'il me manquait en tant que personne et non seulement en tant que solution. Mais il n'y avait rien. Et ce néant faisait mal d'une étrange manière. Ça faisait mal parce que cela confirmait ce que j'avais toujours soupçonné mais n'avais jamais voulu accepter. Quand j'ai cessé d'être utile, j'ai cessé d'être nécessaire. Le vendredi de ma première semaine, Aurora m'a invité à prendre un café après notre quart. Nous sommes allés dans un petit café près de l'hôpital. Elle a commandé un cappuccino. J'ai commandé un americano. Nous nous sommes assises près de la fenêtre. Et pendant un moment, nous avons juste bu dans un silence confortable. Puis elle a parlé. « Tu fuis quelque chose ou tu cours vers quelque chose ?» a-t-elle demandé sans préambule. La question m'a frappé par son honnêteté. Un peu des deux, ai-je admis. J'ai fui une famille qui me tuait lentement, et je suis venu vers je ne sais pas. Vers la possibilité de me retrouver. Aurora a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement. J'ai fui un mariage, a-t-elle avoué. 20 ans mariée à un homme qui m'a fait croire que je n'étais rien sans lui. Un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'avais été son ombre si longtemps. J'avais oublié ce que la lumière faisait. Alors, je suis venu ici. Pas de plan, pas d'argent, juste du pur courage. C'était la chose la plus terrifiante et la plus libératrice que j'ai jamais faite. Elle a fixé sa tasse. Les premiers mois ont été horribles. J'ai pleuré toutes les nuits. Je me sentais coupable de l'avoir quitté. Je me sentais égoïste de me choisir. Mais avec le temps, les pleurs sont devenus moins fréquents. Et un jour, j'ai réalisé qu'une semaine entière s'était écoulée sans que je pleure. Et puis un mois et puis je ne me souvenais plus de la dernière fois. C'est ce qui se passe. La douleur ne disparaît pas d'un coup. Elle ne fait que se réduire de plus en plus jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez qu'elle ne contrôle plus votre vie. Ces mots sont restés avec moi. Ils m'ont donné l'espoir que ce que je ressentais était normal, que c'était normal d'être encore brisé, que la guérison n'était pas instantanée, que la liberté avait un coût émotionnel qui devait être payé en versement de larmes nocturnes et de doutes matinaux. Le samedi, mon premier jour de congé, j'ai décidé d'explorer la ville. J'ai pris le bus pour le centre-ville. J'ai marché dans des rues remplies de magasins et de restaurants. Je suis entré dans une librairie et j'y suis resté des heures. J'ai touché des livres. J'ai lu des 4e de couverture. J'en ai acheté 3 qui m'appelaient. Des livres sur des femmes qui se réinventaient. Des livres sur le fait de recommencer. Des livres qui me parlaient directement. J'ai déjeuné seul dans un petit restaurant. J'ai commandé des pâtes à la sauce tomate. J'ai bu du vin. Je me suis permis de savourer la nourriture sans me presser, sans avoir à servir personne d'autre, sans avoir à nettoyer après, juste manger, juste être.
Dans le parc central, il y avait un marché artisanal. J'ai marché parmi les étals, regardant des colliers, des tableaux, des céramiques. Une femme vendait des bougies aromatiques faites à la main. Je me suis approché. Celle-ci est à la lavande, dit-elle, désignant une bougie violette. C'est pour la paix, pour calmer l'esprit. J'en ai acheté 3, une pour mon appartement, une pour Uleia, une pour Maria. De petits cadeaux qui étaient aussi des messages. Merci de m'avoir soutenu quand j'ai décidé de me soutenir moi-même. Je suis retourné à l'appartement. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai allumé une des bougies. L'odeur de lavande a rempli le petit espace. Je me suis assise sur le canapé avec un des livres que j'avais acheté et j'ai commencé à lire. Il s'agissait d'une femme de 50 ans qui, après un divorce, décidait de voyager seule pour la première fois. Chaque page était un miroir. Chaque paragraphe décrivait exactement ce que je ressentais. Cette peur mêlée d'euphorie. Cette culpabilité entremêlée de soulagement. Ce sentiment de tomber et de voler en même temps. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai allumé complètement mon téléphone. J'avais un message d'Uleia. Sœur, j'espère que tu vas bien. Tu n'as pas beaucoup écrit, mais je comprends que tu as besoin d'espace. Je veux juste que tu saches que Michael est venu me chercher. Il voulait que je lui dise où tu étais. Je ne lui ai rien dit. Il s'est mis en colère. Il m'a dit des choses désagréables. Mais je suis resté ferme. Ton secret est en sécurité avec moi. Vole paisiblement. Je t'aime. J'ai lu le message, sentant mes yeux se remplir de larmes. Ma sœur, mon allié, mon seul vrai lien avec le monde que j'avais laissé derrière moi. Je lui ai répondu, Uleia, merci. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi que tu me couvres. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Le travail est bon. L'endroit est calme. J'apprends à redevenir moi-même. C'est bizarre. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Je t'aime. Je t'enverrai quelque chose bientôt. J'avais aussi un message de Maria. Ami, ta maison va bien. J'arrose les plantes, je ramasse le courrier. Michael est venu 2 fois de plus. La deuxième fois, il a amené Clara. Ils ont frappé pendant 10 minutes. Ils ont un peu crié. Ils sont partis. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. J'espère que tu trouves ce que tu cherches. Tu me manques, mais je suis heureuse pour toi. J'ai répondu à toutes les deux avec gratitude. Et puis, sur un coup de tête, j'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et j'ai commencé à écrire. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Une sorte de journal. Jour 10 loin de chez moi. Aujourd'hui, je me suis sentie presque heureuse. Presque parce qu'il y a encore des moments où la culpabilité me ronge. Où je pense à Michael et me demande s'il va bien, s'il a appris quelque chose, s'il me déteste. Mais ensuite je me souviens pourquoi je suis parti. Je me souviens des nuits blanches, des factures que je ne pouvais pas payer, de ce sentiment constant de noyade, et alors je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'apprends quelque chose d'important. Vous pouvez aimer quelqu'un et pourtant avoir besoin d'être loin d'eux. L'amour n'a pas à être un sacrifice. L'amour n'a pas à faire mal. Ce n'était pas le cas. Il y avait des nuits où je me réveillais le cœur battant, pensant à Michael. Il y avait des matins où la culpabilité était si lourde que j'ai failli appeler pour m'excuser, presque. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai appris quelque chose de fondamental. La culpabilité ne signifie pas toujours que vous avez fait quelque chose de mal. Parfois, cela signifie juste que vous avez fait quelque chose de différent. Le travail est devenu mon encre. Chaque quart à l'hôpital était un rappel que j'avais une valeur au-delà de ce que je pouvais donner aux autres. Mes patients me remerciaient. Mes collègues me respectaient. Mon patron me félicitait pour ma performance. Et chaque mot de reconnaissance était comme un médicament pour une blessure que je ne savais pas que j'avais. La blessure de ne jamais être assez bonne, de ne jamais être vue. Aurora est devenue comme une amie. Nous déjeunions ensemble. Nous prenions un café après nos quarts. Elle me racontait des histoires de sa réinvention. Je lui racontais des fragments de mon évasion. Pas tout. Il y avait encore des parties trop brutes pour être partagées, mais assez pour me sentir moins seul.
Pour me souvenir que je n'étais pas la seule femme à devoir se sauver de sa propre famille. À la 6e semaine, quelque chose a changé. Je rentrais de l'épicerie quand j'ai réalisé que j'avais passé toute la journée sans penser à Michael. Toute la journée sans vérifier compulsivement mon téléphone. Toute la journée juste en vivant. Et cette réalisation m'a arrêté au milieu de la rue. Je suis resté là, les sacs à la main, sentant quelque chose s'installer en moi. Ce n'était pas le bonheur, pas encore. Mais c'était la paix. Et la paix, j'ai découvert, était suffisante pour l'instant. J'ai commencé à faire des choses juste parce que j'en avais envie. J'ai acheté des fleurs pour mon appartement. Des fleurs jaunes que j'ai mises sur la table, et qui me faisaient sourire chaque fois que je les voyais. Je me suis inscrite à un cours de yoga le dimanche. J'ai rencontré des gens. J'ai échangé des sourires et des bonjours avec des inconnus qui sont lentement devenus des connaissances. J'ai construit une petite vie, une vie qui n'était ni spectaculaire ni dramatique. Elle était juste la mienne, entièrement la mienne. Michael m'a écrit une fois de plus. C'était la 8e semaine, un long message arrivé à 2 heures du matin à son heure, ce qui signifiait qu'il était probablement ivre ou désespéré ou les deux. Maman, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si ça t'importe, mais j'ai besoin de te dire que Clara m'a quitté. Elle dit que tout est de ma faute. Que j'aurais dû fixer des limites avec elle, que je t'ai utilisé. Peut-être qu'elle avait raison. Je ne sais pas. Je suis seul. Les dettes sont toujours là. J'ai dû vendre la voiture. Je cherche un deuxième emploi. C'est difficile. Vraiment difficile. Et le pire, c'est que je comprends pourquoi tu es parti. Je comprends que je t'ai déçu, que je t'ai vu comme un distributeur de billets et non comme une personne. Je comprends que je t'ai blessé. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris. Trop tard probablement, mais j'ai compris. J'ai lu ce message 5 fois. J'ai pleuré. Non pas de tristesse. J'ai pleuré parce qu'il y avait enfin une reconnaissance, enfin une compréhension. Enfin, mon fils me voyait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé ces mots s'installer. J'ai laissé mon cœur traiter. Et 2 jours plus tard, j'ai répondu. Michael, merci pour ce message. Cela signifie plus que tu ne le sais. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais cet amour a failli me tuer. Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était inégal. J'avais besoin de partir pour apprendre à m'aimer. Et tu avais besoin que je parte pour apprendre à te débrouiller seul. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je ne sais pas si je reviendrai. Mais je sais que cette distance nous sauve tous les deux. Sois fort. Apprends. Grandis. Ta maman. Il n'y a plus eu de message après ça. Et c'était bien parce que certaines conversations n'ont pas besoin de suite immédiate. Certaines ont juste besoin d'exister comme des points de rupture, comme des marqueurs d'avant et d'après. Maintenant, assise dans mon petit appartement avec une tasse de café et la fenêtre ouverte, laissant entrer l'air froid de ce matin de décembre, je peux dire quelque chose que je n'aurais jamais cru. Je vais bien. Pas parfaite, pas complètement guérie, mais bien. J'ai un travail qui me donne un but. J'ai un espace qui n'est qu'à moi. J'ai des jours où je ne pense pas au passé. Et j'ai quelque chose que je n'ai pas eu depuis des décennies. L'espoir. L'espoir que la vie peut encore me surprendre. Qu'il est encore temps d'être celle que j'étais toujours censée être. Ce message que j'ai reçu il y a 3 mois a tout terminé. Je démissionne la semaine prochaine. Vous allez payer nos dettes pendant que je me réorganise, était la goutte d'eau qui a fait déborder un barrage qui se fissurait depuis des années. Ma réponse en 3 mots, c'est votre problème, a été le début de ma libération. Et le contrat que j'ai signé pour travailler à l'étranger a été mon billet pour une seconde chance. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas si Michael et moi allons reconstruire quelque chose un jour. Je ne sais pas si je retournerai dans mon pays ou si je resterai ici. Je n'ai aucune certitude, mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai le choix. J'ai une voix. J'ai la capacité de dire non. Et j'ai découvert que cette simple capacité à fixer une limite sans que le monde ne s'effondre est le super pouvoir le plus puissant qui existe. Aux femmes qui lisent ceci,
à celles qui portent des familles entières sur leurs épaules tout en se noyant dans le silence, à celles qui croient qu'aimer signifie disparaître, je dis ceci, il n'est pas égoïste de se sauver. Il n'est pas cruel de fixer des limites. Ce n'est pas une trahison de se choisir. Le véritable amour ne vous consume pas jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le véritable amour vous permet d'exister. Et si quelqu'un dans votre vie ne vous valorise que lorsque vous êtes utile, il ne vous aime pas. Il vous utilise. Et il est acceptable de s'éloigner de cela. Il est acceptable de voler. Il est acceptable de recommencer. Ce message a mis fin à des années de fausse paix. Mais il a aussi commencé des années de vraie paix. Et j'ai découvert que la vraie paix n'est jamais bruyante. Elle ne vient pas avec les applaudissements ou la validation externe. Elle vient dans les matins calmes quand vous vous réveillez et ne sentez plus ce poids sur votre poitrine. Elle vient dans le fait de pouvoir prendre une profonde inspiration sans que ça fasse mal. Elle vient dans le fait de se regarder dans le miroir et de reconnaître la personne que vous voyez. La vraie paix est silencieuse. Et c'est peut-être pour cela qu'il m'a fallu si longtemps pour la trouver parce que je la cherchais dans le bruit alors qu'elle attendait toujours dans le silence.